Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur et le directeur général d'InVivox et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Véronique Audras, qui est la directrice de la formation continue au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, qui sera accompagnée par Stéphane Le Bouler, qui est le secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur, et également le président de l'ITA. Et nous devrions également avoir Cédric Lussier qui se connectera d'une minute à l'autre. Les débats d'aujourd'hui seront animés par Catherine Olué et on va parler de formation médicale continue, qu'on a nommé une autre urgence pour l'hôpital. En attendant les derniers arrivants sur cette session, je vous propose de découvrir les prochaines grandes sessions de l'Académie InVivox. Vous le savez, chez InVivox, quasiment tous les jeudis, on organise une académie, puisque c'est notre métier chez InVivox. Chez InVivox, nous centralisons et nous valorisons des offres de formation qui peuvent venir d'hôpitaux, qui peuvent également venir de sociétés savantes, d'organismes de formation, mais aussi d'industriels, de dispositifs médicaux ou de laboratoires pharmaceutiques. Nous les centralisons et nous les valorisons vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. Le 24 novembre prochain, nous organisons un immense événement en mode hybride. Une partie se fera en présentiel, c'est une conférence en mode TEDx, donc une douzaine d'orateurs, 10 minutes chacun pour nous parler de la formation du futur, quels sont ses horizons. Nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Trébuc, qui est le directeur général de Global Media Santé, qui nous parlera des revues de formation, leur avenir. On aura une industrielle, Laurence Contarassus, qui est la présidente de General Electric en France. On aura également l'Académie de chirurgie, Jean-Claude Coffignal, qui sera là pour nous parler du compagnonnage. On parlera également de métaverse. Bref, une douzaine d'orateurs qui seront avec nous pour discuter de l'avenir de la formation médicale continue. Deux options, venir en présentiel, il y a environ 120 places et il reste très peu de places. Et l'intégralité des fonds seront remis à l'association Sourire à la vie, qui prend en charge et qui accompagne les enfants souffrant de cancer. Et en revanche, pour ceux qui se connectent à distance, c'est entièrement gratuit. Voilà. Écoutez, il est 12h02. On a pour habitude chez InVivox de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. Je vais laisser le micro à nos invités. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette session, vous aurez la possibilité de poser directement des questions à nos invités. Merci infiniment encore à nos trois invités. Merci Catherine de l'animation de ce débat et je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci donc à nos invités présents. Donc, je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec Véronique Audras, qui est directrice de la formation continue en santé du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Bonjour Véronique, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes également avec Stéphane Le Bouler, qui est secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Et Cédric Lussier, qui est directeur général du groupe hospitalier Noresson, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, puisqu'il m'a envoyé un petit message un instant me disant qu'il sortait de cellules de crise dans son hôpital. Cette session va se dérouler sur à peu près 45 minutes. Nous allons d'abord avoir un échange ensemble d'une trentaine de minutes en évoquant différents aspects de la question de la formation à l'hôpital. Et puis, après ces 30 minutes, il y aura un quart d'heure probablement de réponse à vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, écrire vos questions en appuyant sur l'onglet « Questions et réponses » qui est en bas de votre écran. Et nous nous efforcerons d'y répondre après ce premier échange de 30 minutes. Bonjour Cédric Lussier qui nous rejoint à l'instant. Vous nous entendez bien? Oui. Par contre, nous, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez… Oui, je vous entends très bien. Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, allons-y sur ces 30 premières minutes d'échange autour d'un certain nombre de points, à commencer par les grands enjeux de la formation à l'hôpital. Les enjeux de la formation à l'hôpital qui sont de plusieurs ordres, qui sont de plusieurs dimensions, avec une première série d'enjeux individuels déjà pour les personnels qui en bénéficient. Et ça nous a paru important de rappeler ces enjeux-là.
pour bien resituer le sujet. Alors, des enjeux individuels d'abord. On souhaite rappeler ici que la formation des personnels hospitaliers est une source d'épanouissement personnel. Véronique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Alors d'abord, c'est un moment de partage aussi des pratiques, c'est un moment d'épanouissement où ils peuvent en fait un peu parler entre eux de ce qu'ils vivent au quotidien, de faire des remédiations par rapport à leur savoir, vraiment, c'est un peu une bulle d'air pour eux de pouvoir se poser, de revoir leurs pratiques ensemble, d'apprendre de nouvelles choses et de discuter aussi ensemble sur différentes thématiques. Quand on prend des thématiques sur la bienveillance, sur le soin de la personne âgée, ça leur permet aussi de confronter donc, ce qu'ils vivent tous les jours et de pouvoir partager et de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre les mêmes choses. Et donc, ils vont aussi, c'est vraiment une source une bulle d'air en fait, hein, une pause dans leur pratique. Je ne sais pas si Cédric peut aussi ajouter d'autres choses à ce sujet-là. C'est aussi une source de, comment dirais-je, de progression pour eux aussi. Ils peuvent progresser, devenir plus spécialisés, devenir référents après, notamment sur la douleur ou sur d'autres thématiques. Cédric Lucier, au niveau du groupe hospitalier Nord-Essonne, vous percevez aussi cet enjeu individuel de la formation? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement frappant quand on discute avec les professionnels. Le bonheur qu'ils éprouvent à trouver à la fois une reconnaissance, un épanouissement, des éléments de progression individuelle dans ses compétences, au-delà même de la reconnaissance par l'institution. C'est un moment où la pupille se dilate, hein, où vraiment on sent les professionnels très heureux d'expliquer que leur formation sur les abords, sur la douleur, sur les soins palliatifs, les a aidés à mieux soigner. Et je pense que des soignants plus heureux, c'est évidemment une institution qui collectivement est capable de mieux soigner et de mieux prendre en charge. Au niveau de l'institution, donc, si on s'élève d'un cran sur la catégorie des enjeux, les enjeux pour l'établissement, on imagine bien des enjeux en termes de ressources humaines, mais il y en a d'autres, d'attractivité peut-être. Quels sont les enjeux, à vos yeux, de la formation des personnels au niveau d'un établissement, Cédric? Alors, effectivement, le sujet central des établissements de santé depuis le Covid, l'après-Covid, c'est l'attractivité vis-à-vis des professionnels. Nous avons une demande de soins extrêmement importante et le sujet pour nous, c'est de ne pas la rationner et de trouver les professionnels qui vont être motivés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un sujet de motivation individuelle, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Des salariés plus heureux, c'est des salariés moins absents, c'est des salariés qui vont rester et qui ne vont pas céder aux sirènes d'un hôpital concurrent. De manière beaucoup plus forte encore, la formation, elle construit la politique de soins qu'on veut développer. On l'a oublié un peu avec cet aspect de maladie transmissible, mais notre sujet principal à nous, établissements de santé, et à l'ensemble du système, c'est le traitement des maladies chroniques avec des infirmiers qui se mobilisent là-dessus aux côtés des autres professionnels de santé. Et la formation, par exemple, d'infirmiers de pratique avancée pour traiter ces grandes pathologies chroniques, ça mobilise très fortement les établissements parce que ça aide à définir des parcours de soins intelligents et coordonnés. Et là, dans cette dimension, comme j'allais dire, dans toutes les dimensions des ressources humaines, la formation, elle est indispensable. Donc, clairement, cette formation, loin d'être ce qu'elle a pu apparaître il y a quelques années comme une forme de mieux-disant social, elle est surtout totalement intégrée à la dimension stratégique des établissements. C'est le cas aussi au groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Peut-être que vous avez des exemples concrets à nous donner là-dessus, Véronique. Alors nous, on fait pas mal de journées très spécifiques et tout ça qui aussi permettent d'améliorer le parcours patient à l'intérieur de l'hôpital sur différentes pathologies. On fait aussi beaucoup de formations où on intègre tous les stagiaires et les étudiants gratuitement en ouvrant ces formations exprès justement pour donner un peu de réactivité, pour montrer ce qu'on fait vraiment à l'intérieur de l'hôpital et ce qui permet aussi de comprendre comment on vient un service, de rencontrer les équipes et d'avoir des échanges inter-équipes. Ce qui, en fait, est vraiment, pour les étudiants ou les jeunes professionnels qui commencent dans un service, quand on fait des formations transverses, ça leur permet de voir aussi ce qui existe dans d'autres services, d'échanger et d'améliorer véritablement la prise en charge du patient. Donc, c'est un double gain pour l'institution.
en interne en termes d'attractivité et aussi pour le parcours patient. Puis on fait aussi pas mal de choses, d'ateliers, des choses comme ça, très pratiques, hein, et tout le monde se mélange aussi. Voilà, donc c'est clairement défini comme un enjeu d'attractivité pour les établissements. C'est quelque chose d'assez clair, ça. Bah, le soignant, s'il ne peut pas à un moment se former, beaucoup de traitements et de pathologies, la prise en charge évolue très très vite. Donc en fait, hein, ils ont ce besoin en fait de se former. Ça vient, c'est un peu dans l'ADN du soignant, de toujours, qu'il soit médecin ou paramédical, de toujours se former et d'échanger. Et donc c'est vraiment mettre vraiment le point sur ce qu'ils seront venus chercher aussi. Être tout le temps dans son service et être enfermé dans son service, c'est pas très attractif. Ils aiment bien aussi échanger et avoir une vision transverse et du patient et du soin. Donc, on a évoqué rapidement les enjeux individuels de la formation à l'hôpital, les enjeux au niveau de l'établissement. Il y a aussi des enjeux évidemment collectifs à l'échelle nationale. Et là, donc, on va se tourner vers Stéphane Le Boulaert. En termes d'enjeux national de la formation continue, qu'est-ce qui est prégnant en ce moment? Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Bonjour à tous. Donc, au niveau global, il y a une organisation et des initiatives en matière de formation initiale. Selon les époques, on a un train de réformes plus ou moins intense sur ce sujet. Et depuis quelques années, les réformes sont effectivement nombreuses. D'un autre côté, on a des initiatives, des dispositifs en faveur de la formation continue ou de la promotion professionnelle. Et ces dispositifs sont plus ou moins présents, plus ou moins intenses selon les périodes. Le problème est que les deux types de dispositifs, et quand il y a réforme, les deux types de réformes ne sont pas forcément articulés. On a eu beaucoup de difficultés, c'est toujours pas réglé, pour articuler le calendrier de financement de la promotion professionnelle, d'un côté, le calendrier de recrutement dans les IFSI d'un autre côté, via Parcoursup. Quand les deux ne sont pas articulés, ça provoque des ajustements qui sont préjudiciables à tout le monde et de la déception chez ceux qui se voient fermer la porte de la promotion professionnelle pour des questions de financement et de calendrier, de déclenchement de ces financements. Les procédures elles-mêmes de recrutement entre Parcoursup d'un côté et la voie de l'accès aux IFSI par une voie dédiée à ceux qui relèvent de la formation continue, ces deux systèmes ne sont pas articulés de façon satisfaisante. On a eu des initiatives importantes depuis 2 ans sur l'augmentation des quotas de formation en IFSI ou en IFAS, mais la question des viviers qui peuvent venir de la population aide-soignante pour entrer en IFSI, cette question des viviers n'a pas été traitée. Donc, on a d'un côté beaucoup de places qui s'ouvrent, d'un autre côté, toujours une forme de contingentement au niveau de la promotion professionnelle. Et tout cela ne peut qu'exacerber le sentiment défavorable que peuvent avoir les agents lorsqu'ils sont bloqués dans leur carrière, alors qu'on sait très bien que pour l'entrée en IFSI, il y a plusieurs trajectoires possibles et une des trajectoires étant de commencer sa carrière comme aide-soignante et de la poursuivre, mais de façon aussi fluide que possible en rejoignant la formation infirmière. Et quand on n'a pas cela, quand on n'a pas cette bonne articulation le long de la carrière, eh bien, on a parfois des types de recrutement qui ne conviennent pas, et on reviendra, je crois, sur les questions des succès ou des difficultés de la formation.
Alors, s'agissant des aides-soignants et des infirmiers, effectivement, dans vos établissements, Véronique et Cédric, vous constatez un problème d'inadéquation peut-être entre les personnes qui voudraient accéder à ces postes et les besoins, ou un manque de candidature ou une difficulté de les faire évoluer. Ça, c'est quelque chose dont vous souffrez beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, une aide-soignante qui veut devenir infirmière, c'est très compliqué pour elle d'avoir un financement, puisqu'en fait, il faut qu'elle finance non seulement ses études, mais aussi son salaire. Elle ne peut pas s'arrêter d'avoir un salaire, elle a encore son loyer à payer, choses comme ça. Et il est vrai qu'à une époque, le financement était plutôt accordé à des gens qui voulaient changer complètement de métier, mais pas forcément pour des gens qui voulaient évoluer dans leur métier. Et donc, c'est assez compliqué, parce que le budget global, pour donner un peu une idée, pour qu'une soignante devienne une infirmière, c'est 180 000 €. Donc, un établissement, si grand soit-il, c'est quand même des limitations. Alors, même s'il y a d'autres méthodes de financement qui peuvent venir en complément, le gros reste quand même sur l'établissement d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est très compliqué, en effet, de faire cette promotion professionnelle. Mais on a le même problème aussi avec les infirmières qui veulent devenir IBOD ou IAD ou cadre, parce que là aussi, en fait, il y a très, très peu de formations qui puissent permettre de continuer à faire son activité professionnelle et en même temps de se former. Donc, en fait, c'est vraiment… Et pareil, former une IBOD ou une IAD, c'est un budget de 200 000 €. Alors, quand on dit ça, ça fait énorme. Alors, ce n'est pas tant les frais pédagogiques qui, en effet, représentent environ environ 15 000 €, mais c'est surtout les salaires et charges et le remplacement de cette personne. Et libérer du monde au-delà du financement, libérer du monde pour aller se former et le remplacer, en ce moment, c'est très compliqué. Alors, sachant qu'il n'est pas possible de garder son poste et de se former en parallèle sous un Voilà, format peut-être en alternance. Oui. C'est un peu ce qui manque par rapport à d'autres formations qu'on peut voir du côté purement business dans des entreprises, où on peut faire par exemple un MBA en étant 2 jours par semaine en cours et en maintenant son activité professionnelle, ou des choses plus par alternance. L'alternance commence à venir au niveau des soignants et c'est génial. Et on leur donne vraiment l'expression, ils vivent vraiment le soin en parallèle, donc c'est très bien. C'est encore peu développé, mais c'est une très bonne initiative. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ne s'y prête pas, et donc c'est un peu compliqué. Cédric, est-ce que les établissements connaissent les mêmes difficultés par rapport à la formation des médecins? Là, on vient de parler des infirmiers, des aides-soignants. Est-ce que la formation continue des médecins dans un établissement pose aussi des difficultés budgétaires ou de disponibilité des médecins ou autres? Non, pour les médecins, on est sur un cadre de formation continue qui, malgré les efforts réglementaires, reste quand même beaucoup plus ouvert du fait de l'importance des financements privés, du fait également finalement de la modicité des financements associés à une formation. Alors, ça vient d'être dit par Véronique, l'engagement financier pour assurer une promotion professionnelle aide-soignant, infirmier, est vraiment très important. Notre établissement a choisi de doubler le nombre de promotions professionnelles en 2 ou 3 ans. C'est clairement une solution qui, sur un plan financier, n'a aucune espèce de perspective de retour à équilibre. Sur les médecins, c'est quand même très différent. Et par ailleurs, là aussi, l'appétit de formation des médecins est tel qu'on ne peut pas imaginer porter un projet avec une équipe médicale sans lui ouvrir un droit assez important à formation. Il y a des droits d'ailleurs statutaires importants en termes de nombre de jours qui en général ne sont pas entièrement consommés, mais clairement, le système est sans doute plus sain qu'il ne l'est pour les soignants, où là, on a une véritable difficulté, ça a été évoqué à l'instant. Les choix collectifs ont finalement très fortement limité le nombre de sorties diplômées en IFSI, l'adéquation des personnels aux besoins, et on est confronté maintenant à une gestion au niveau de chaque acteur d'une pénurie globale avec toutes les limites que ça comporte. Avant de rappeler les principaux dispositifs de formation existants à l'hôpital, on va vous poser une première question sous forme de sondage pour les participants à ce webinaire. Donc, premier sondage, vous allez pouvoir voter, les participants au webinaire vont pouvoir voter. Voilà, selon vous, la promotion professionnelle à l'hôpital est-elle en panne? Oui, car il est trop compliqué de se former, ou non, des dispositifs efficaces existent.
Donc, on va vous laisser quelques secondes pour voter. Voilà. Et si le vote a fonctionné, parce que je ne vois pas si les personnes ont pu voter, on va afficher les résultats du vote. Alors, la promotion professionnelle est possible pour 80% des personnes qui écoutent ce webinaire. Donc, c'est un constat optimiste. Non, et elle est en panne, mon voisin me dit, Stéphane Le Boulet, on va continuer d'en parler. Merci beaucoup. Donc, les principaux dispositifs qui existent actuellement, Véronique va nous permettre d'avoir un rappel concret là-dessus, grâce, je crois, à une petite présentation, une slide. Voilà. Alors, je me suis arrêtée sur deux termes qu'on entend partout. Hein. Il y en a des milliers. Hein. On aurait pu faire une journée là-dessus. Bon, il y en a un que je n'ai pas déterminé sur le glossaire qui s'appelle la VAE. Bon, la VAE, dont on entend aussi beaucoup parler, je vais commencer par elle. C'est la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle. Alors, pour les personnels soignants, ce n'est pas valable pour tous les métiers. Donc, c'est quand même assez limité, en fait. Ça n'existe pas pour le métier d'infirmière, ça existe pour les IBOD, mais c'est très peu, c'est pas toujours évident de le mettre en place. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mis là. Et c'est en 2 temps. Il y a un livret 1 qui permet en fait de savoir si vous êtes éligible à la VAE et le livret 2 qui est pour savoir si vous êtes, on peut vous donner ce diplôme par rapport à tout ce que vous avez acquis pendant votre carrière professionnelle avec un oral. Et après, on dit, il y a un jury qui dit, ben, c'est bon, vous avez le diplôme, ou qui dit, ben, il vous manque tel et tel module, il faudrait les refaire. Ça, c'est voilà, pour la VAE. Le CPF, alors le CPF, ça concerne tous les salariés, hein, qu'ils soient personnel hospitalier ou pas personnel hospitalier. En fait, ça vous donne, bon là c'est un peu expliqué, mais en fait ça vous donne un budget au bout de 3 ans pour pouvoir, ou 5 ans, pour pouvoir en fait vous former. Donc quand vous êtes en CDD, vous êtes plutôt sur un montant qui est de 8 000 €. Et pour un CDI, c'est plutôt 5 000 € au bout des 5 ans. Au bout des 10 ans, pardon. Et donc, donc ça paraît un peu insuffisant, mais c'est toujours ça de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau médical, donc, les DU ne sont pas pris en charge. C'est surtout sur des formations certifiantes et diplômantes. Et donc, ça va venir en abondement pour quand on veut se former à des études d'IAD, d'IBOD ou d'infirmière, mais donc toujours pour un montant de 5 000 €. Je vous ai donné le montant tout à l'heure. Du coût de la formation, ça paraît un peu illusoire, mais c'est toujours une aide. Et en fait, on le raccroche à d'autres systèmes. Donc, si vous ne voulez pas faire des formations d'IBOD, d'IAD ou des choses comme ça, vous pouvez aussi passer votre permis de conduire avec. Vous pouvez faire des certificats de langue ou des certifications sur de la bureautique. À côté de ça, on a la DPC qui est typique pour les personnels soignants et élargis. Donc, là, c'est délivré par l'ANDPC, donc l'Association nationale de la DPC, qui est en fait un organisme public qui valide et invalide des formations correspondant à des orientations données par la HAS. Et après, vous avez donc dans les orientations, des orientations générales, en général sur la prise en charge du patient et des choses comme ça. Et après, vous avez des spécialisations, des demandes par type de personnel et par spécialité. Donc, c'est très réglementé, c'est vraiment par rapport aux priorités que voit la HAS sur les priorités de la santé publique. C'est un peu une vision de la santé, que va devenir la santé demain et de quoi aura-t-on besoin comme compétences pour prendre en charge un patient. C'est un peu ça l'idée derrière. Et donc, comment alors, donc, ces formations certifiées par la NDPC, donc les organismes qui mettent en avant ces formations doivent être certifiés DPC et en même temps faire certifier à chaque fois chacune des formations. Et donc, on peut se former, il y a 3 types d'actions à réaliser sur 3 ans. Vous pouvez en choisir 2, soit la formation continue, soit les EDP, les évaluations des pratiques professionnelles, soit la gestion des risques. Et donc, c'est une obligation triennale, parce qu'en fait, il faut choisir au moins 2 types d'actions sur 3 ans. Et donc là, c'est pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce type de… Je ne sais pas si j'étais assez claire aussi. Oui, absolument.
Absolument, absolument. Pour une question donc, par rapport à ces différents dispositifs, peut-être pour Cédric ou pour vous, Véronique, est-ce qu'il y a une différence en fait selon le secteur dans lequel on travaille? J'entends par là l'hôpital public ou l'hôpital privé à but non lucratif, comme c'est le cas du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, ou encore une clinique privée. Est-ce que ces dispositifs sont valables dans tous les secteurs et est-ce qu'à l'hôpital public, il est plus facile d'y avoir accès qu'en clinique privée ou pas, à votre connaissance? Je laisse Cédric prendre la parole en premier, puis je compléterai. Oui. Alors, la comparaison n'est pas extrêmement simple. En tout cas, c'est relativement facilité sur un plan théorique. C'est crédibilisé sur un plan financier. Ce qui n'a peut-être pas été assez indiqué, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que c'est quand même subordonné à la capacité de libérer les personnes le temps de leur formation. Donc, l'une des restrictions principales qu'on a, c'est la principale cause d'annulation des formations dans mon hôpital comme dans tous les autres établissements, c'est la crise sanitaire et la difficulté de fonctionner toujours à minima. En tout cas, de ce que je sais du fonctionnement des secteurs privés lucratifs comme non lucratifs, il y a des dispositifs à peu près équivalents dans leurs principes qui ont été mis en place. En fait, il n'y a pas de différence, oui. Tout le monde y est soumis, public, pas public. Voilà. Après, les spécificités, c'est plutôt pour les hôpitaux militaires où il y a des spécialités particulières. Mais sinon, en fait, tout le monde est soumis, tous les médecins, tous les soignants sont soumis à la DPC. Alors, l'accès, après, c'est plus ou moins facile, ça dépend. Il y a des services de formation en interne qui vont promouvoir des actions DPC pour que justement le personnel puisse se former avec une labellisation DPC. Ça, c'est plutôt pour les paramédicaux. Pour les médecins, il existe des systèmes avec des prises en charge. Alors, pour les médecins libéraux, ils ont une prise en charge qui correspond en fait à une revalorisation. En fait, on considère que quand ils viennent se former, il y a une perte de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on va leur donner une allocation qui leur permet de contrebalancer la perte financière qu'ils ont en venant se former, puisqu'ils ne peuvent pas pratiquer. Pour les hospitaliers, c'est un peu différent parce qu'en fait, donc, ils peuvent s'inscrire aussi sur le site de la NDPC, mais en fait, il y a plus ou moins une prise en charge quand même de l'institution ou en direct. Après, ça dépend du statut qu'ils ont, s'ils sont à moitié privés, moitié… Mais bon, pour les salariés, normalement, il y a la même prise en charge. Nous avons une autre question relative à ces dispositifs. Est-ce qu'un médecin hospitalier peut utiliser son compte CPF pour s'enregistrer à une formation et quel est le cadre? Alors, il peut tout à fait s'enregistrer à une formation. C'est fortement recommandé. Le problème, c'est quelle formation? Quand on regarde en fait le menu des formations proposées au personnel soignant et un médecin, c'est pas évident parce que comme je le mettais, les DU ne sont pas forcément éligibles au CPF puisqu'en fait, il faut que ce soit une formation inscrite. J'ai employé un mot très barbare au RNCP ou à l'inventaire supplémentaire. Donc, en fait, ce sont des formations qui sont des diplômes d'État. Et le DU, même si l'université en fait beaucoup, il y a très peu de DU qui sont entre guillemets diplômés d'État. C'est des diplômes de l'université, donc ils ne sont pas forcément éligibles. Donc, je lui conseille de bien regarder sur le site et de choisir par rapport aux thématiques des thématiques qui vont lui plaire, mais ça risque d'être un peu compliqué de trouver une formation médicale, entre guillemets, pour le CPF. Dans le cadre du CPF. Une dernière question peut-être sur ce tableau et puis ensuite on va poursuivre. Bonjour, je pensais que le DPC ne finançait que la formation des libéraux. Pouvez-vous éclaircir? Alors, il y a une partie sur le plan de formation, quand vous êtes responsable de la formation interne, entre guillemets, l'OPCO Santé, qui est donc l'organisme paritaire qui gère une partie de la formation, il y a des forfaits pour les médecins. En tout cas, pour les SPIC, il y a des forfaits pour les médecins qui prennent pas 100% de la formation, mais qui prennent une partie de la formation. Ah oui, en interne, quand on parle formation pour un groupe hospitalier, on parle à la fois du prix des frais pédagogiques, donc le coût de la formation, et le montant du salaire chargé. Donc, en fait, voilà, donc normalement, il y a une participation, soit un pourcentage, soit au réel, ça dépend des formations et ça dépend des spécialités. Mais normalement, il faut voir avec la formation de votre hôpital, ça marche comme ça aussi.
Stéphane, tout à l'heure, vous avez réagi au sondage 1 pour dire oui, la promotion professionnelle à l'hôpital est bien en panne. Quels sont, selon vous, les obstacles et les freins à ces dispositifs? Pourquoi ils ne fonctionnent pas si bien que ça? On a évoqué tout à l'heure la question du coût. Après, la question, c'est pour lever cet obstacle du coût, une des voies, on l'a évoqué, c'est le développement de l'alternance, la formation en alternance. Alors, il peut y avoir des options sur réduire la durée des études en fonction de tel ou tel parcours antérieur, mais la principale voie, à mon sens, serait le développement de l'alternance, donc avec les formules de participation à la formation en même temps que l'on reste 3-4 jours par semaine en emploi. Qu'est-ce qui fait que ça ne se développe pas? Eh bien, le modèle aujourd'hui, si on veut passer d'aide-soignant à infirmière, le modèle, ça se passe dans les IFSI, et les IFSI gèrent un modèle monolithique de formation pour l'essentiel jusqu'à présent, où on va mettre dans le même moule des gens qui sortent de terminale de lycée et des gens qui ont un parcours professionnel derrière eux ou derrière elles important. On va les dispenser, pour ce qui est des aides-soignantes, d'un certain nombre d'unités d'enseignement, mais fondamentalement, on fabrique les mêmes parcours, quelle que soit l'origine des gens qui se forment. Donc, le sujet, c'est tout en gardant une efficacité en termes d'ingénierie pédagogique, c'est de permettre cette diversification des parcours, et ça tombe bien parce que c'est le sens de l'histoire dans l'enseignement supérieur où on a des parcours de plus en plus diversifiés. Ça, c'est premier gros obstacle, convaincre les acteurs de la formation qu'il est possible de gérer les choses de façon beaucoup plus diversifiée que ce n'est le cas aujourd'hui. L'autre obstacle, l'autre limite à ce qu'on a connu jusqu'à présent, il est de l'ordre de la doctrine et des doctrines différentes entre les ministères sur le sujet du développement professionnel. On a très clairement un décalage persistant entre le ministère de l'Emploi et le ministère de la Santé sur les questions d'apprentissage, sur les questions de VAE. Alors, vous avez pu voir dans la loi sur la formation professionnelle que le ministère de l'Emploi porte des initiatives nouvelles en matière de validation des acquis de l'expérience. Il faudra voir si ces initiatives nouvelles franchissent la barrière qui jusqu'à présent a été assez haute côté santé. Est-ce qu'on peut espérer, Stéphane, une meilleure articulation finalement entre les besoins ressentis par les établissements, les recrutements, la formation initiale et la formation continue? Est-ce que c'est ce continuum qu'il faut appeler de nos voeux? Jusqu'à présent, les établissements pouvaient ressentir, pouvaient reconnaître un besoin de recrutement ou des difficultés de recrutement, mais on peut se le dire quand même, le sentiment collectif sur ces questions est assez récent. La formation d'un sentiment au niveau des pouvoirs publics sur ces questions est assez récente. On a eu une gestion malthusienne des quotas pendant très longtemps. On a simplement débloqué la situation très récemment en ajoutant 20% de quotas sur les infirmières ou sur les aides-soignants, tout simplement parce que il y avait plusieurs raisons à cela, à ce comportement malthusien. Il y avait évidemment un vieux fonds budgétaire où, quand vous limitez les ressources, vous limitez a priori, ou du moins en première intention, les dépenses.
Mais il y avait aussi, ça partait aussi d'une bonne intention à une époque. À une époque, on a eu du chômage chez les infirmières il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, on ne voulait pas trop en former de peur qu'elles se retrouvent ou qu'ils se retrouvent au chômage. Il se trouve que l'environnement a totalement changé. Les carrières sont plus courtes. Les possibilités de diversification professionnelle pour les infirmières, par exemple, sont plus nombreuses. Donc, il faut que les politiques publiques s'adaptent à la fois au comportement des professionnels, aux possibilités de carrière qui sont devant elles. La situation nouvelle, c'est qu'il faut considérer ce marché de l'emploi des soignants comme un marché désormais beaucoup plus ouvert, alors qu'on a eu tendance, et tous les dispositifs allaient dans ce sens, à considérer cette population, ce vivier, comme relativement confiné. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ces différents niveaux de témoignage aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre l'articulation entre les politiques nationales et ce qui se passe dans les établissements. On va revenir au niveau des établissements, comment faire mieux. Ça vient d'être abordé au niveau de la politique nationale, comment faire mieux au niveau des établissements. Avec les moyens dont vous disposez, vous avez essayé d'adapter les formations pour pouvoir en faire bénéficier malgré tout un maximum de vos personnels selon le besoin. Donc, Véronique, vous nous avez parlé de l'adaptation de certains modules de formation, peut-être en les raccourcissant. Exactement. Alors, nous, on a fait pas mal de formations qu'on fait sur forme de 2 heures, en fait. Les gens descendent sur un atelier, notamment pour la pose de voie veineuse, on l'a fait. Donc, on a des bras de simulation. Donc, en fait, les gens descendent en salle de formation, ils ont un petit topo et après, 1h30 de pratique sur un bras de simulation et on fait tourner les équipes. 2 heures, c'est encore gérable dans les étages. C'est pas comme si on enlevait quelqu'un pour une journée complète et on a plein de modules comme ça sur des gestes d'urgence ou des choses comme ça où on va sortir les gens que 2 heures et puis les faire tourner toute la journée et sur plusieurs jours. Et du coup, on n'a pas d'absentéisme, les gens sont contents de se former, contents de revoir leur pratique et les services ne se sentent pas complètement démunis de personnel à ce niveau-là. Donc, on essaie de vraiment adapter ça. Et Cédric, j'imagine que vous aussi, vous avez dû faire preuve d'adaptation par rapport aux possibilités de formation concrètes. Oui, c'est exactement la même logique que Véronique. L'idée générale, c'est de s'adapter aux contraintes des gens. Donc, lorsqu'il s'agit de la formation initiale, la voie de l'alternance, j'en suis totalement d'accord, la principale perspective pour permettre à des gens de rester reconnus dans leur pratique et de rester aussi près de leur domicile dans des maquettes de formation qui leur conviennent. Lorsqu'on a des gens en fonction, plus les formations sont courtes, plus on est capable effectivement de sortir une des infirmières d'une unité de soins pendant 2 heures sur un mode rapide. L'une des autres choses très importantes aussi, c'est d'écouter les personnels dans le choix des formations qui les motivent le plus. Je voudrais revenir un instant sur le sujet de la simulation, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là, qui était posée sur les gestes d'urgence et les formations extrêmement courtes. C'est quelque chose qu'on a, nous, mis en place depuis quelques mois en créant un centre de simulation. On l'a créé avec, au départ, un constat qui est reconnu dans la littérature spécialisée, qui est que la mise en œuvre de ces simulations à des gestes ou à des situations très stressantes, elle réduit l'absentéisme, le turnover dans les équipes, même quand les formations durent très peu de temps. Et ce qu'on a mis en œuvre a suscité un tel engouement qu'on a décidé de le généraliser à l'échelle d'un établissement, en repérant à la demande des professionnels eux-mêmes celles des formations très courtes qu'on pouvait générer par simulation et qui pouvaient les sécuriser dans leur pratique professionnelle. C'est quand même un point très, très important. Ces formations-là, elles allient vraiment l'individuel et le collectif. Ces 2 dimensions sont présentes depuis le début de cette conférence. Et le stress qui est ressenti par les personnels face à des conditions de travail dégradées, face à l'accueil de patients souvent beaucoup plus lourds, beaucoup plus exigeants en termes également d'impact émotionnel, ça doit être accompagné par une forme de formation
très adapté à ce qui va être vécu par les professionnels. Et la simulation, ça fait vraiment partie des options qui nous sont ouvertes pour réinventer les formations. Pour compléter ce que dit Cédric, hein, en plus, ça apprend la coordination et ça revoit la coordination autour d'une situation d'urgence. Alors qu'une formation sans simulateur, on est moins dans ce spectre-là. Et c'est quelque chose qui aussi les sécurise et qui les rassure aussi de savoir que ils savent se coordonner, ils arrivent devant une situation et ils sont presque en mode réflectif par rapport à cette situation. Donc, ça sécurise aussi la pratique et il y a moins de stress, exactement. Voilà, donc il s'agit d'innover un petit peu dans les modalités de formation autant que possible pour essayer de pallier les difficultés. On a un certain nombre de questions pour passer la dernière partie de ce webinaire, un certain nombre de questions posées par nos participants. En termes d'innovation, justement, quelle part de la formation en e-learning par rapport à la formation présentielle en établissement de santé? Est-ce que ça fait partie aussi des innovations à mettre en œuvre, le e-learning en établissement de santé? Alors, sur le groupe Paris Saint-Joseph, on a commencé l'e-learning hyper tôt. On a commencé en 2016 à peu près. C'était encore les balbutiements. En fait, on s'aperçoit que c'est quand même très difficile. Alors, ça marche pour certaines catégories de personnel, mais c'est très difficile de libérer les gens et qu'ils se sentent libres de venir. On avait même mis des ordinateurs à disposition pour, pareil, les faire sortir 1 heure. C'est très compliqué, en fait, de faire l'e-learning. Et finalement, l'e-learning qui a le plus marché, c'est l'e-learning en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on les met derrière un ordinateur et puis là, ils ont un quart d'heure devant eux et puis ils vont répondre à 2-3 en micro-learning, ils vont répondre à 2-3 questions ensemble. Et c'est comme ça qu'on va créer l'émulation. Mais le vrai module d'1h15 ou le format de 20 heures en e-learning, c'est hyper compliqué. En fait, il y a beaucoup d'abandon. Enfin, moi, c'est mon retour d'expérience. Je ne sais pas si Cédric a la même chose, mais ils n'arrivent pas à se libérer du temps. Alors que leur dire, vous venez de tel jour à telle heure, machin, et vous venez, et là, on se forme, ou même si c'est un webinar, même si c'est du distanciel, ça, ils vont arriver à le faire. Mais se dire, on vous laisse gérer la pratique, et ils sont toujours débordés par la pratique, et il faut s'occuper du patient. Et puis là, j'ai besoin de me poser, de me reposer aussi. Et donc, voilà, moi, c'est un peu mon retour d'expérience. Je ne sais pas si Cédric elle-même. Oui, tout à fait. L'e-learning commence à trouver sa place pour un très grand nombre de situations de formation, y compris par rapport à des personnels non soignants. Donc, c'est évidemment un des éléments d'évolution de l'offre globale de formation. Ça ne correspond pas à une très forte attente de nos professionnels soignants, notamment parce que l'acte de formation, il implique, on l'a dit tout à l'heure, de manière un peu liminaire, aussi une forme de reconnaissance. Et que moi, ce qui m'a été rapporté par les professionnels eux-mêmes, c'est que la médiation humaine, elle était aussi un signe qu'on adressait. On ne va pas faire de sémiologie, mais il y a toujours aussi la hantise de laisser à penser qu'on offre une formation au rabais. Et donc, à chaque fois qu'on est sur l'e-learning, il y a une nécessité de le présenter comme vraiment une offre de même niveau de qualité. Et ce qu'évoquait Véronique, c'est-à-dire l'aspect collectif et de formation autour de l'e-learning, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus apprécié par les professionnels de terrain. Une autre question d'une participante donc qui commence par un commentaire. La NFH prend en charge pour partie le développement professionnel continu des professionnels de santé. Pourquoi les professionnels à l'hôpital ne sont-ils pas informés de ce levier disponible pour eux? Plus globalement, les professionnels de santé à l'hôpital sont-ils bien informés des différents dispositifs que vous avez décrits tout à l'heure? Comment on peut les tenir au courant vraiment de tous ces droits ouverts? Après, c'est une sorte Alors, au-delà je ne vais pas dire que c'est une sorte de politique RH, c'est de la façon dont la RH communique, quelque chose comme ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément la seule piste. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup de mails, et en fait, si on envoie ça par mail, ça ne marche pas forcément. Je pense qu'en fait, surtout, ce qui marche comme mode de communication, c'est de pousser la porte de Madame Formation ou de Monsieur Formation et d'aller voir et de lui dire, voilà, moi, j'aimerais faire ça. Et en général, ils ont toujours du temps disponible pour vous recevoir.
et pour vous expliquer les choses. Moi, j'ai fait des réunions d'information au niveau des cadres, des choses comme ça. Ça marche, mais c'est vrai que l'information ne redescend pas forcément. Et puis il y a des moments où on n'est pas à l'écoute parce qu'on n'est pas intéressé. Et en fait, donc, c'est la porte ouverte faut mieux avoir la porte ouverte de la DRH et toquer à la porte et aller leur demander, parce que même quand ils communiquent, en fait, c'est pas forcément le bon moment pour vous d'entendre l'information, donc souvent, vous l'entendez pas. Mais après, c'est vrai qu'on est à noyer sous les sigles, je dois bien l'avouer, et que même pour les monsieur ou madame formation, c'est très compliqué, ça change tout le temps. Donc, maintenir à jour une information pour le personnel, souvent, il y a des choses sur les intranets, mais voilà. Moi, je conseille franchement d'aller voir son monsieur ou madame formation dans son établissement et lui poser directement la question. On va inverser maintenant, on va poser une question aux participants et faire réagir nos invités. Sondage numéro 2. Pensez-vous que les possibilités de formation puissent être un critère de choix d'un établissement de santé pour un professionnel de santé? Un professionnel serait-il susceptible de choisir un établissement par rapport à un autre pour y exercer parce que les possibilités de formation y sont supérieures? Oui ou non, vous pouvez voter quelques secondes. Voilà, on va afficher les résultats. Donc, clairement, est-ce un critère d'attractivité d'un établissement? Alors, oui à 80% et non à 20%. Voilà, donc ça paraît assez clair pour nos participants. Oui, que c'est un critère d'attractivité. Oui, si je peux me permettre, c'est effectivement quelque chose qui est totalement cohérent avec ce qu'on exprime depuis le début de la conférence, qu'il est aussi pour une raison qu'on n'a peut-être pas évoquée, c'est que cette attractivité, elle ne se construit pas nécessairement comme on peut l'imaginer dans un marché ouvert avec des tas de gens changeant d'établissement. Elle se construit aussi vis-à-vis des stagiaires que tous les établissements de soins accueillent très largement. Le premier public auquel on s'adresse lorsqu'on s'inscrit dans une logique d'attractivité, ce sont effectivement les stagiaires typiquement d'IFSI ou d'autres établissements qui sont insérés dans un service, dans plusieurs services le long de leur scolarité, et qui vont concrètement observer les conditions de travail de leurs aînés, ce qui malheureusement n'est pas toujours un levier positif d'envie de s'insérer dans ces conditions de travail-là. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils vont avoir le témoignage d'un certain nombre de démarches et de récits de formation qui ont fait sens. Donc, construire une politique de formation, c'est par nature modifier aussi la perception que vont avoir les gens qu'on veut recruter d'une vision de plus long terme de la manière dont les salariés vont pouvoir évoluer dans l'établissement qu'on dirige. Donc, c'est vraiment extrêmement important de garder en tête qu'on a vraiment devant nous les gens qu'on veut convaincre, ce qui est un motif d'espoir quand on voit à quel point il reste une marge de manœuvre pour les convaincre effectivement. On va poser maintenant une dernière question aux participants sous forme de sondage avec un autre aspect des choses. Pensez-vous que le développement d'actions de formation ouvertes aux professionnels extérieurs à l'hôpital puisse être une source de revenus pour un établissement de santé? Oui ou non? Voilà, on va découvrir les résultats. Ah, alors là, c'est encore plus net. Oui, ça peut être une source de revenus pour un établissement de santé à 92% et non à 8%. Est-ce que ça, c'est un aspect des choses qui commence à être développé par les établissements de santé, de se dire on a des professeurs notamment et d'autres professionnels qui sont susceptibles de prodiguer des formations aux autres professionnels à l'extérieur, des formations payantes donc, et ça peut constituer une source de revenus pour aider le budget de l'établissement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se met en place? Ce qu'on fait, nous, depuis 2015, en fait, avec la formation continue santé que je dirige, qui est en fait l'Institut de formation continue du groupe hospitalier.
En fait, on a commencé, la démarche au départ était plutôt de sécuriser le parcours patient, parce qu'à l'époque, c'était que sur main et main longue. On avait un problème sur les prises en charge des patients greffés. Donc, le but était de former les gens qui prenaient nos patients avant et après la greffe. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un rêve. Alors, en fait, c'est pas forcément comment dirais-je, c'est un réinvestissement sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, les coûts de formation qu'on génère quand on fait une formation sur l'insuffisance cardiaque, sur la pose de voie veineuse, des choses comme ça, les coûts sont moindres, puisqu'en fait, on travaille avec des ressources internes, les formateurs sont internes, donc c'est un peu différent. Donc, il s'agit en fait, finalement, d'orchestrer, d'organiser une formation avec les savoir-faire internes pour le divulguer en interne et à l'extérieur. Donc, ça peut être une source de revenus, parce qu'on peut aussi la vendre aux correspondants étrangers, il y a des choses comme ça, ou même aux correspondants français. Mais c'est surtout, en fait, une manne, entre guillemets, je veux dire, d'économie d'une formation où finalement on structure un savoir-faire interne pour le redonner en interne et en externe. Ce qui nous permet aussi, au-delà de sécuriser le parcours patient, aussi de montrer l'attractivité, de favoriser aussi les liens entre les différentes structures. Donc, c'est rémunérateur, mais surtout en coût complet, pas simplement rémunération comme ça. Après, bon, il y a des IFSI, choses comme ça, mais c'est un peu différent. Voilà. Je sais pas si c'est vrai que oui, absolument. Au groupe hospitalier Nord-Essonne, c'est quelque chose qui se développe. Alors, évidemment, en sachant que les professionnels sont difficilement mobilisables également pour donner des cours eux-mêmes. Alors, l'aspect modèle économique me semble un peu marginal. Moi, ce qui me semble très important, c'est qu'on puisse équilibrer économiquement une offre de formation qui valorise nos professionnels. Donc, il est là l'enjeu économique, hein, c'est que cette offre doit être équilibrée, donc ouverte à un maximum d'intervenants. En revanche, l'objectif économique n'est pas celui d'une diversification de revenus, en tout cas pas de mon point de vue. La véritable externalité positive pour un établissement, c'est clairement d'avoir des professionnels beaucoup plus heureux, beaucoup plus reconnus, y compris dans les formations qu'ils peuvent prodiguer. Et ça irradie l'ensemble du dispositif. Et clairement, ça permet déjà à un hôpital de développer son offre de soins. Donc, là aussi, de trouver des ressources. Mais ce qui me semble extrêmement sain, c'est de se confronter au marché pour une équipe hospitalière, y compris dans cette offre de formation, de progresser par elle-même, par ce biais-là aussi, de réfléchir à ses propres pratiques de soins. Et in fine, on est vraiment dans des cercles vertueux qui vont pouvoir amener une véritable amélioration des choses dans les équipes concernées. Une dernière question pour Stéphane. Au niveau national, est-il possible et comment est-ce possible d'aider les établissements de santé à affiner leur politique de formation, à l'améliorer, à faire en sorte qu'elle réponde mieux aux besoins des agents, en sachant qu'il y a des catalogues de formation au niveau national qui existent. Et est-ce que c'est la bonne solution? Comment faire pour affiner les choses? Le sujet me semble être avant tout de faire en sorte que les dispositions en vigueur ne freinent pas les initiatives, comme on l'a vu avec Cédric et Véronique, les RH dans les établissements ont parfaitement conscience de ce qui importe aux professionnels, de ce qu'il importe de mettre en place comme dispositif. Simplement, il y a des freins qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont aussi dans la réglementation, dans l'organisation des formations, et la responsabilité première des pouvoirs publics dans cette sphère, dans le respect du rôle de chacun, c'est de faire en sorte que ces freins soient levés et que les responsables des ressources humaines dans les établissements puissent bien conduire des politiques sur la plénitude des possibilités
qu'ils entrevoient, mais qui sont parfois embarrassés par tel ou tel aspect de l'organisation et de la réglementation. Merci beaucoup. Il est presque 13 heures. On va clore ce webinaire. On va remercier très, très, très chaleureusement nos intervenants, Véronique Audras pour le groupe hospitalier Saint-Joseph, Cédric Lucier pour le groupe hospitalier Nord-Essonne et Stéphane Le Boulaire pour le Haut Conseil. Ah, c'est trop compliqué à chaque fois. Oui, c'est pas grave. Le Haut Conseil pour l'évaluation de l'enseignement supérieur. On y est presque. Merci beaucoup. On vous rappelle cet événement à ne pas manquer le 24 novembre qu'Invivox organise sur la scène de l'Antenne à Paris, au cours duquel une douzaine de speakers viendront exprimer en format TEDx, 10 minutes chacun, leur vision de la formation continue en santé à l'horizon 2025. Voilà, donc c'est un événement auquel nous vous invitons vivement à vous intéresser, en sachant que les profits, si l'on peut dire, réalisés avec la vente des places seront intégralement reversés à l'association Sourire à la vie qui prend en charge des enfants atteints de cancer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Bon courage à vous dans vos établissements respectifs. Et très bon appétit à tous et à bientôt pour une prochaine session de l'Invivox Academy. À bientôt. Au revoir. Au revoir.